Et ce sondage, plein de contradictions à retrouver dans les pages de La Croix ce matin. 85% des Françaises sont favorables à la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. 7% se disent opposés. Et dans le même temps, elles sont 61% à estimer qu'il y a trop d'avortements en France. C'est d'un sondage IFOP Alliance pour les droits de la vie. Il y aurait 200 000 avortements par an en France, soit une IVG pour 4 naissances. Nous discutions avant 8 heures de ce sondage publié donc à la une de La Croix sur ce que pensent les Françaises de l'avortement, avec cette question aussi, est-ce un droit? C'est en tout cas ce que retiennent dans les faits les Françaises et la société de manière générale. Pourtant donc ce n'est pas juridiquement précis et rigoureux, mais il y a aussi derrière une revendication qui s'exprime, et cette revendication elle a des objectifs très précis. Elisabeth Montfort. Oui, en effet, depuis 40 ans, mais on voit bien un rapport qui a été voté au Parlement européen, ainsi que la proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale la semaine dernière sur l'harmonisation des législations européennes en matière de droits de la femme. La revendication... Ça veut dire que c'est la législation la plus favorable à la femme qui sera adoptée en France, par exemple. Voilà. Alors, pourquoi l'avortement est présenté comme un droit? Eh bien, dans l'esprit de ces mouvements féministes, c'est tout simplement parce que dès lors qu'une institution nationale ou supranationale reconnaîtra l'avortement comme un droit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ni le Conseil de l'Europe, ni le Parlement européen, dans un texte juridique contraignant. Pour l'instant, ce ne sont que des résolutions. Ni l'ONU n'ont adopté de texte, de convention reconnaissant l'avortement comme un droit. Pourquoi cette revendication? Parce que dès lors qu'une institution supranationale reconnaîtra l'avortement comme un droit, l'avortement ou ce droit sera opposable à tous les États, y compris aux États réfractaires. Or, en Europe, 3 pays n'ont pas dépénalisé l'avortement, c'est l'Irlande, la Pologne et Malte. Donc là, il y a une volonté très claire. Hein. La volonté est très claire, et c'est ça l'objectif de la clause de l'européenne la plus favorisée, c'est-à-dire d'harmoniser dans le sens de libéral-libertaire les législations nationales sur la question de l'avortement. Alors, ça a été présenté donc récemment par le groupe socialiste à l'Assemblée, mais adopté quasi à l'unanimité, puisque seuls 7 députés ont voté contre. Ça veut dire que sur cette question-là, la droite et la gauche, il n'y a pas tellement de différence? C'est très gênant, ce genre de résolution, parce que si on vote contre, on vous dit, mais alors vous êtes contre l'égalité homme-femme, ou vous êtes contre la libéralisation de la femme, vous êtes contre le fait que la femme doit prendre toute sa place dans la société. Alors quand un député vote contre ce genre de résolution, il est mal à l'aise. Bon, c'est déjà le premier point. Ensuite, des tentatives, et comme nous étions à quelques jours de la Journée internationale de la femme, des tentatives ont été conduites par l'UMP pour modifier certains points qui étaient trop libertaires. Par exemple, le titre n'est plus une résolution sur la clause de l'européenne la plus favorisée, mais une résolution pour l'harmonisation des droits de la femme. Donc ça change un petit peu l'objectif, parce que dans un premier temps, la résolution socialiste consistait à adopter la législation la plus libertaire en matière de droits de la femme qui existe dans un des États membres de l'Union européenne. Là, c'est un petit peu différent, et je pense que c'est la raison pour laquelle la majorité des députés ont voté pour. D'autant plus que Nadine Morano, qui est secrétaire d'État à la famille, qui dans un premier temps avait dit que le gouvernement s'opposait à cette résolution, a déclaré qu'il n'était pas question que malgré le vote de cette résolution, la France s'aligne automatiquement sur des législations de nos pays voisins. Mais de fait, la résolution a été votée, et c'est quand même dans cette direction que la France s'oriente. Gérard Leclerc, bonjour. Gérard Leclerc est avec nous. Son billet chaque matin, 8h07. Bonjour Gérard. Bonjour Émeric. Vous revenez ce matin donc sur cette notion de féminisme tant discutée en ce moment. Oui, Elisabeth Montfort, en militant en faveur d'un féminisme chrétien, s'est engagée au service d'une cause absolument essentielle en notre temps. Nous sommes en effet au cœur d'une bataille culturelle dont les enjeux anthropologiques et sociétaux sont considérables.
Certains jours, on pourrait se demander si cette bataille n'est pas d'ores et déjà perdue, tant certains concepts, certaines représentations semblent s'être imposées jusque dans le langage commun, comme des évidences. Oser dans les médias la moindre contestation à l'égard des idées désormais reçues relève de l'exploit et s'expose à une avalanche de récriminations. Mon collègue Éric Zemmour en a fait récemment l'expérience sur une autre antenne. Et pourtant, c'est une belle et grande cause que celle de la femme, et je me demande d'ailleurs si l'agressivité déployée n'est pas le symptôme d'un trouble profond. Comme si on avait peur que la trop belle révolution des mœurs soit remise en cause par les nouvelles générations, et comme si l'on craignait le retour du refoulé, comme le disait en un autre temps Maurice Clavel. Le dernier ouvrage d'Elisabeth Badinter, dont a parlé Elisabeth Montfort, est intéressant à ce propos. Il exprime la peur d'une dénégation de son combat féministe et de ses thèses comme celle de l'illusion de l'instinct maternel. J'emploie ses propres termes. Sa position est dans la logique des théories exposées jadis par Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, qui eut une telle importance pour les générations d'après-guerre. S'y révélait notamment une véritable phobie de la nature biologique de la femme, du corps féminin tout simplement, notamment en raison de tout ce qui le détermine à la fécondité et à la maternité. C'est d'ailleurs là tout le paradoxe de ce féminisme à la Beauvoir et à la Badinter, si on me permet cette expression un peu triviale, c'est qu'il veut promouvoir la femme en ignorant la femme et en imaginant sa promotion uniquement en fonction du modèle masculin qui du même coup se trouve surévalué et devient le seul critère de la réalisation de soi et de la réussite sociale. Je ne nie pas que l'accès des femmes aux responsabilités de la vie sociale, politique, économique ne constitue un réel progrès, une chance de promotion non seulement utile aux femmes elles-mêmes, mais à la société tout entière. Mais justement, la question est de savoir en quoi cette promotion est vraiment féminine et correspond au véritable épanouissement de la femme. D'ailleurs, on sait comment le défaut de symbolique féminine de Simone de Beauvoir a provoqué un autre féministe qui a développé en réponse une sursymbolisation qui devenait absurde en imaginant un monde spécifiquement féminin en lutte contre le monde masculin, stigmatisé à tout jamais comme machiste. La question, c'est celle de l'échange et de la réciprocité, et promouvoir la lutte des sexes est dangereux et absurde. Il y a une autre ligne inspirée par le christianisme et qui vise la complémentarité tout en valorisant le mystère féminin. Une Gertrude von Lefort, amie d'Edith Stein en son temps, en avait dessiné les grandes tendances. Par avance, elle avait répondu à Simone de Beauvoir, à l'opposé de la mystique névrosée décrite dans Le Deuxième Sexe, elle ouvrait le chemin d'une vocation spirituelle privilégiée. À l'opposé du refus de l'engagement au mariage, elle ouvrait à la spécificité de l'union conjugale. Face à la phobie de la maternité, c'est-à-dire de l'ouverture à la vie et de l'éducation des enfants, elle magnifiait la grandeur de la mère. Face à ce féminisme-là, le féminisme anti-féminin apparaît, comme eût dit Bernanos, d'extrême arrière-garde, et la vocation de la femme redevient la question de l'avenir. Gérard Leclerc, vous restez avec nous, bien sûr. Elisabeth Montfort, peut-être une réaction sur ce que nous dit Gérard Leclerc. Alors, beaucoup de choses, hein, évidemment, notamment peut-être sur cette guerre des sexes. Finalement, elle n'a pas eu lieu, mais est-ce qu'on n'en est pas loin, parfois ?